En fait, le seul rôle qui reste au boss, quoi, à l'entrepreneur, c'est de donner une vision pour le business. Faire de la moto et penser que je vais mourir, toi, vraiment, ça me change les idées. J'ai peur qu'on n'y arrive pas. Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast des mecs qui n'ont qu'une envie, c'est de s'auto-virer de leur business. Je suis Stan de marketingmania.fr. Et je suis Paul. Donc aujourd'hui, on parle de toute la question des systèmes, de l'automatisation, comment créer des process dans votre business pour remplacer les tâches où vous n'êtes pas indispensable. Et on verra que tous les deux, quand on a fait le travail dans notre business, on s'est aperçu que plein de tâches où on passait beaucoup de temps chaque semaine, eh bien en fait ces tâches pouvaient être automatisées, pouvaient être sous-traitées et beaucoup de travail qu'on faisait en fait pouvait être transféré autre part. Avant ça, Paul, tu as une petite anecdote au sujet de Bali. Alors, c'est pas une anecdote tellement en soi, c'est une recommandation. C'est à Bali, un peu au centre. Non, en fait, c'est du coup à droite de Boud. Droite, c'est pas le terme correct, mais on va utiliser celui-ci. Bien sûr, c'est le terme maritime, il me C'est le semble. terme maritime, ça. Du coup, non, c'est à l'est. À l'est, ouais, c'est ça. C'est vers les États-Unis, mais c'est à l'est. Ok. Donc, à l'est du Boud, vous avez en fait un lac. Et c'est assez particulier parce que Bali, vous imaginez les plages avec noir de monde où il fait très chaud. Et là, vous entrez c'est presque un climat totalement différent, quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'y étais, il y avait du brouillard partout. Les nuages étaient très bas. Il faisait très froid. Il faisait peut-être 10-15 degrés, ce qui est assez froid à Bali. Euh, et vraiment, c'était un autre monde. Le lac était magnifique, les montagnes autour. Et la partie plus anecdote, c'est que j'y suis allé en partant d'Ahmed. Et en fait, je voulais aller à Trunyan, un village dans les montagnes où c'est une tribu. Et donc, Google Maps m'a indiqué une route où en fait, c'était pas vraiment une route. Donc leçon numéro 1, ne pas faire confiance à Google Maps en Indonésie. Hein. C'est ça, tu commences à monter la montagne et t'as une route à peu près normale, ça fait plaisir. Puis là, en fait, il te piège parce que la route devient de plus en plus défoncée, mais tu dis ça passe C'était en encore. scooter ? Ouais, c'est un scooter. Et c'est des enfin, ça monte très raide, quoi. Et mon scooter, c'était pas une bête. Et il te piège parce que donc la route est au correct au début, elle commence à te défoncer, c'est de pire en pire, mais toi, à ce moment-là, t'es trop commit, quoi. Ça fait 30 minutes que tu montes, tu vas pas t'arrêter là. Et tu trouves dans le truc où c'est pire qu'une route en terre, mais c'est sinueux. Et surtout, en fait, il y avait une route il y a 40 ans, je pense, et du coup, il reste plein de grosses pierres dans tous les sens. Et tu montes ça, c'est raide, c'est galère. Le pire, c'est que la montée, c'est pas le pire, en fait. Tu montes, tu galères pendant 40 minutes. En plus, du coup, tu croises d'autres motos. Ils te regardent et ils se foutent de ta gueule. Pour le coup, ils sont quoi ? Ils sont en BMX ? Non, eux, ils sont des scooters aussi, mais ils sont beaucoup plus doués, tout simplement. Ils sont habitués. Et puis en plus, c'est des gamins de 8 ans, hein, mais juste, ils font ça tout le matin pour aller à l'école, donc toi, ils gèrent. Et par contre, ce qui est assez marrant aussi à ce niveau-là, c'est que à Bali, si tu vas notamment sur les endroits connus, les Indonésiens, ils ne calculent pas plus que ça parce que des blancs, il y en a plein, quoi. Par contre, là, tout le monde te dit bonjour. Alors, il y a aussi le truc, ils te courent après aussi, donc t'as peur de les renverser parce que ils savent pas à quel point t'es pas à l'aise. Et ils sont super sympas, ils disent tous hello, ils veulent parler anglais. Après, c'est l'autre truc qui me faisait péter un câble aussi, c'est que t'as deux gamins, ce qu'ils ont commencé à faire, ils étaient à moto aussi, et en fait, ils se mettaient à côté de nous. Et pendant, je sais pas, 5 minutes, ils voulaient discuter comme ça en allant à la même vitesse que nous. Encore une fois, c'est une route bien étroite, bien défoncée, il y avait des gens qui arrivent en face, ce qui était pas rassurant. Et donc, bon, c'est très galère à la montée, mais surtout après, je me suis rendu compte à la descente que les freins de ma moto étaient pas suffisants, enfin, mon scooter était pas suffisant. Ce qui fait que c'était tellement raide en descendant, en fait, que même quand j'appuie à fond sur les deux freins, la scooter, elle est pas très vite, mais continue à descendre un peu fortement. Jusqu'à ce qu'on arrive à la descente fatidique, où là, c'était vraiment très, très raide. J'appuie à fond, et là, je sens que ça tient plus, quoi. C'est-à-dire que ça commence à prendre de la vitesse, ça suffit plus. Et là, le truc... Tu ouais, c'est slalomes ça, comme en ski ?
Ça, c'est une bonne connerie, ça. Ouais, surtout, faut pas y aller de biais. Si je vivais de biais, c'est la fin. Le truc intelligent, ça aurait été limite de lâcher la moto là, et toi, peut-être, elle va se casser la gueule 5 mètres plus loin, c'est pas grave, ou peut-être elle va continuer à glisser, mais c'est qu'une moto. Sauf que j'ai eu le réflexe de rester sur la moto. Et il s'en est suivi la descente la plus flippante de ma vie, où pendant 50 mètres, je descends à toute vitesse. Un truc, une route totalement défoncée. Je pense que les gens ont du mal. C'est-à-dire que tu as des trous de 10-15 cm, quoi. C'est une moitié de la hauteur des roues. C'est n'importe quoi. Et en fait, tu essaies de rester en ligne droite en t'accrochant et en espérant que ça s'arrête. Et ça a fini par s'arrêter. J'ai survécu. Ma copine avait été suffisamment maligne avant pour descendre de la moto. Euh, le dialogue, c'est un peu comme ça. Mais non, je te dis, tu peux rester, il n'y a pas de souci. Ouais, je sais qu'il n'y a pas de souci, mais je préfère quand même descendre par sécurité. Et du coup, elle a été suffisamment intelligente. Mais elle a eu raison, mec. Si elle était en plus derrière, ça aurait été encore plus c'était lourd. encore pire. T'aurais probablement pas survécu. Donc, effectivement. Et peut-être elle non plus, toi. Elle a eu le bon instinct de survie. Toi, on comprend pourquoi ces gènes ont survécu jusque-là, parce que... Mais bref. Mais par contre, les tiens, on comprend pas. C'est toujours un grand dialogue dans les auditeurs de ce podcast. C'est comment Paul a survécu jusque-là. Je sais pas. Et du coup, j'ai fini par arriver. Et en fait, je suis arrivé au lac. Il restait encore 30 minutes de ça, il me semble, pour aller jusqu'au village de Trunian. Et j'ai dit non. On a demandé c'est où la direction d'Ubud. Et on a demandé genre, est-ce que c'est une grosse route? Parce qu'on avait peur de remonter dans les montagnes. Est-ce que c'est une grosse route? Et c'était une route normale. Et on a continué là-dessus, quoi. Et ça, j'ai passé du coup. Dans les montagnes, on y a passé peut-être 1 heure, 1 heure et demie, et c'était épuisant. Mais c'était une bonne expérience, et j'ai bien rehaussé mon niveau de compétence en scooter de montagne. Ah bah, je suis content de cette petite anecdote. On a fait notre caution vraiment voyage. Ouais, j'ai vécu ce voyage incroyable. Mais je me souviens aussi d'avoir commencé le scooter dans les montagnes à Bali. Et effectivement, c'est du level, quoi. C'est pas faire ton petit scooter dans la ville à Ho Chi Minh ou à Chiang Mai. Là, il faut maîtriser, il faut savoir accélérer au bon moment et tout ça. Et puis des fois, tu sais, il y a certains obstacles, tu veux pas les éviter. Genre, des fois, tu sais, c'est un trou tout le long de la route. Et là, tu sais, tu rebondis là. Ouais, t'as le réflexe mental, tu te prépares pour ça, mais tu y vas quand même. Ouais. Et après, t'es content d'avoir survécu et que ton scooter soit pas cassé après ça. Mais en même temps, c'était assez kiffant aussi, parce que du coup, il fallait vraiment essayer de piloter au mieux. C'était un challenge intéressant. Enfin, je dis ça maintenant, mais quand j'étais à la moitié et que je savais pas comment ça allait se terminer, je n'avais pas le même état d'esprit. Bah en fait, c'est un peu l'épisode de la semaine dernière sur le stoïcisme. Quand tu es revenu chez toi, tu te dis putain, là, j'ai pu passer à côté de la mort, donc tu as retrouvé intérêt pour tout. Même un cafard t'a semblé délicieux en revenant de non, ça. Par contre, ça c'est vrai, ça ce serait un autre sujet de podcast, c'est que du coup, j'ai passé 2 jours là-bas quasiment sans Internet. J'étais parti à Ahmed et la connexion était quasi non existante. Et quand je suis revenu, la journée d'après, j'ai eu la journée la plus productive de ma vie, je crois. Donc ça, c'est un autre sujet, mais je pense que des fois, avoir des vrais breaks, et d'avoir des vrais breaks et d'avoir des expériences totalement différentes, ça permet de revenir plus productif que jamais. Je pense que oui, et c'est quelque chose, moi, que j'ai remarqué dans ma vie et que je n'arrive pas à implémenter, parce que je me sens tellement coupable de ne pas travailler que j'ai beaucoup de mal à implémenter cette idée-là. Alors que j'ai aussi remarqué que ça avait probablement sur le moyen long terme un impact assez intéressant. Je pense qu'il faut vraiment se préparer un truc chargé, toi. Pas juste. Moi, j'aurais beaucoup de mal, par exemple, juste aller bronzer à la plage, j'ai oublié le business, toi. Par contre, faire de la moto et penser que je vais mourir, toi, vraiment, ça me change les idées. Donc c'était la recommandation du jour, vous l'aurez compris. Je te propose qu'on transitionne doucement vers le sujet du jour. Avant ça, bien sûr, on rappelle que la semaine dernière, tu t'es sacrifié de façon héroïque dans l'épisode 30 pour promouvoir notre nouvelle newsletter, puisqu'on a commencé à envoyer une newsletter chaque jeudi pour accompagner ce podcast. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner sur le site à l'adresse nomaddigitalpodcast.com. Et si vous vous abonnez à cette newsletter, on vous enverra le lien vers la fameuse vidéo où Paul mange en direct sur le podcast un cafard de 10 cm de long, un truc monstrueux. On regrette d'ailleurs de ne pas avoir la vidéo du moment où tu as failli mourir dans la montagne. Je pense qu'il faut qu'on commence à filmer des choses où on frôle la mort. Pour faire un peu du clic, pour faire un peu de la newsletter, de l'adresse email, quoi. Effectivement. Aujourd'hui, on va parler de comment s'auto-licencier, comment identifier les tâches sur lesquelles tu n'es pas absolument indispensable et comment te remplacer dans ces tâches. Pour commencer, on va dire pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que ce sujet nous tient à cœur.
Paul, à ton avis, pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir automatiser son business? Il y a vraiment pas mal de raisons. La première, je pense, c'est pour on va dire, ta sanité d'esprit. Notamment si ton business commence à grossir, tu vas vite te retrouver débordé et tu vas te retrouver débordé en termes de temps, mais aussi en termes comment dire, en termes de justement espace de cerveau, quoi. De bande passante, ouais, Un peu de ça, bande ouais. passante disponible, quoi. Tu as l'impression de jongler 40 000 trucs et même si c'est pas forcément compliqué de façon individuelle, le fait d'avoir autant de choses en cours, en fait, ton cerveau n'arrive pas à charger autant d'informations et tu as l'impression de toujours être en train de louper quelque Justement, chose. le danger, c'est qu'à deux niveaux, je pense déjà, ça peut créer une certaine anxiété. Justement, d'avoir plein de trucs. Tu dis, il y a 3000, il y a 3000 trucs dans le business, c'est vachement confus. Et justement, si c'est assez confus, donc ça te prive d'une certaine clarté d'esprit qui pourrait te permettre d'avoir une certaine vision pour ton business dans le futur. Et là, tu restes un peu la tête dans le guidon et au final, tu n'avances pas aussi vite que tu pourrais en ayant justement une vision plus claire de ce qu'est vraiment ton business et de comment tu pourrais l'automatiser. Ouais, et tu peux facilement te retrouver coincé dans quelque chose de très réactif, où tu essayes au jour le jour de gérer les crises, alors qu'au final, la seule personne qui peut vraiment prendre les décisions importantes, si tu imagines que quelqu'un pousse cette réflexion au bout du bout, et moi j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient dans cette situation, c'est-à-dire qu'ils avaient automatisé l'ensemble de leur business, et en fait le seul rôle qui reste au boss, quoi, à l'entrepreneur, c'est de donner une vision pour le business, de trouver des pistes d'évolution, de trouver des façons d'utiliser les actifs que tu as pu construire d'autres façons pour permettre de grossir. Mais si le gars est en train au jour le jour de gérer les process, de jongler des trucs, il peut jamais prendre ce recul et il peut jamais prendre ses décisions. Et en fait, son rôle le plus important, du coup, il peut pas le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de personnes dont on n'entend jamais parler et qui pourtant ont une dizaine de business qui tournent en autopilote sans eux. Et ça, c'est assez impressionnant, je trouve. Et on n'entend pas parler parce qu'ils sont pas un gros business ou ils n'ont pas tellement intérêt à en parler, notamment vis-à-vis de leurs propres employés, en fait. Mais il y a des personnes comme ça qui créent un business en une année, qui l'automatisent totalement, qui en créent un autre, et après ils récupèrent le cash flow plutôt que d'essayer de vendre ou quoi que ce soit. Ils font en sorte qu'il soit remplaçable et après ils collectent le cash flow chaque mois. Et je trouve que c'est une vision assez intéressante de comment justement devenir, si on veut devenir millionnaire, plutôt de faire ça plutôt qu'essayer de créer le gros business qui va te rendre millionnaire. Est-ce que tu penses que pour pouvoir faire ça et vraiment pouvoir s'automatiser à 100%, c'est pas quelque chose qu'il faut penser dès le départ dans la création de ton idée, dans la création de ton business? Il y a certains cas, oui. Par exemple, si on parlait du podcast, de ce podcast-là, je pense que sans nous, toi, Ouais, tu penses qu'on peut recruter des mecs à Madagascar pour nous remplacer? peut-être. Ce serait pas mal. Mais Tu sais, des gars qui sont des imitateurs, qui peuvent reproduire ta voix exactement. c'est Tu ça. les formes, tu les fais écouter tous les épisodes en boucle, et après ils peuvent répéter, hein, c'est Non, mais facile, hein. Automatisé, process, toi, le mec qui t'imite, il raconte un truc où il a failli mourir. oh, non, mais après, le pire, ce serait, t'imagines qu'on leur donne pas de script et c'est juste qu'ils font un freestyle et après, on reçoit des messages. Putain, votre podcast, c'est devenu de plus en plus intéressant. Ouais. Les malgaches qui nous volent notre audience, quoi. Euh, non, je pense qu'en fait, ouais, il y a une limite. Dès que tu te crées un peu un personal branding, je pense que tu peux quand même encore déléguer beaucoup de choses, mais forcément, tu auras besoin d'avoir une certaine présence. Donc, par contre, au contraire, les business un peu génériques, un peu anonymes, là, t'es pas forcément requis. La raison pour laquelle je soulève ce point, c'est parce que j'avais eu pendant un moment un intérêt sur ce type de questions. En particulier, il y a un mec qui s'appelle John Warrillow, et un des bouquins les plus connus qu'il a écrit, il s'appelle Build to Sell, et qui essentiellement te dit que si tu veux vendre ton business, il faut que plusieurs années avant, tu aies déjà réfléchi à comment tu allais te remplacer, au système de process, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que tu devrais le faire même si tu comptes pas le vendre. Parce qu'il y a Exactement, aussi tous les bénéfices autres. exactement. On en parlera plus tard et je suis tout à fait d'accord avec cette vision. Là-dessus, j'ai une petite citation et une petite anecdote, donc je vais commencer par ma citation. La citation, elle vient de Dan Andrews, un mec qu'on a souvent cité dans ce podcast. Et lui, à l'époque, il disait que si ça se rapporte de l'argent, tu ne devrais pas le faire. Donc en gros, tous les process qui aujourd'hui sont bien établis dans ton business et rapportent de l'argent, c'est pas toi en tant qu'entrepreneur qui devrais le faire. Et toi en tant qu'entrepreneur, ton rôle, c'est de développer de nouvelles idées, développer des nouvelles campagnes, développer des nouveaux produits, développer des nouvelles lignes de revenus, etc. Mais que les choses qui sont bien établies et qui tournent, tu ne devrais pas t'en charger parce que ça, c'est déjà défini. Et toi, tu En devrais clair, uniquement pas faire de définir des nouvelles maintenance. choses. Exactement. Pour donner le contexte, évidemment, Dan Andrews, à l'époque, bossait principalement sur des business de produits physiques. Donc, en gros, c'était pas à lui non seulement de s'occuper de toute la logistique, mais c'était pas non plus à lui de s'occuper de la vente sur les produits existants.
Lui, il devait chercher des nouvelles opportunités de business, des nouveaux marchés sur lesquels il pouvait lancer des produits. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui peut s'appliquer très bien dans un business comme le mien, où tu fais un système d'agence, en fait, où tu te dis que le boulot que tu fais pour un client, à partir du moment où il est très systématisé, où il est très défini, euh, et si tu veux que ton business continue à grandir, ça ne devrait pas être toi qui fais ce business très défini. Tu devrais travailler sur les questions plus brumeuses, tu vois, comment est-ce que tu vas faire pour capturer plus de prospects, comment est-ce que tu vas faire pour vendre, comment est-ce que tu vas faire pour taper un nouveau marché ou taper des clients qui sont plus gros, comment est-ce que tu vas monter ton marketing, ta crédibilité, etc. Et toutes les choses qui sont déjà bien définies, bien optimisées, tu devrais trouver un moyen de les optimiser, de les automatiser d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pour ça qu'à ce titre-là, enfin, par rapport notamment si tu veux vendre ton business, je me méfierais vraiment du personal branding parce que c'est un truc que je pense, parce qu'il y a des gros avantages à faire du personal branding, quoi. Notamment, par exemple, si on prend Gary Vaynerchuk, je pense que VaynerMedia fonctionne beaucoup grâce à son image à lui. Toi, si t'es un CEO lambda qui est pas connu, ça fonctionnerait sans doute moins bien. Mais du coup, tu te retrouves piégé, quoi. C'est-à-dire que si tu arrêtes, ton business s'arrête. Et ça, je pense que c'est quelque chose à considérer parce qu'il y en a beaucoup, notamment dès que tu fais de l'infoproduit ou des blogs, tu peux rapidement te trouver en situation et ton business sera plus ou moins vendable. Même si ton business est conséquent, ça bloquera un peu à ce niveau-là. Effectivement. De ce côté-là, j'ai une anecdote assez marrante qui me vient à l'esprit. C'est l'histoire de Marc Ecko. Donc, Marc Ecko, il a monté cette fameuse marque Ecko, qui est une marque de fringues qui a très très bien marché. Il est arrivé à plusieurs milliards de dollars de ventes. Et à un moment donné, il a dû vendre sa boîte. Donc, en fait, il a vendu le droit d'utiliser son nom. Et maintenant, il n'a plus le droit d'utiliser son nom parce qu'il a vendu la marque déposée et quand il a vendu sa boîte. Euh, et lui, il avait vachement fait de personal branding, mais il était à une échelle où il a pu le vendre, mais avec des conséquences assez difficiles pour lui derrière, quoi. Il avait du mal à rebondir après ça. La petite anecdote que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est justement comment avoir de nouvelles idées. C'est l'histoire d'un mec que je connais qui pendant un moment vivait à Ho Chi Minh. Et en fait, je me souviens d'une fois d'être dans le coworking et je vois le mec débarquer dans le coworking et je fais putain, mec, on ne te voit jamais. Je savais pas que tu venais ici. Il me dit ouais, en fait, je viens qu'une fois par semaine parce que le business qu'il a monté, lui, il est tellement automatisé qu'il a plusieurs employés qui font tourner le business. Et il s'est aperçu au fil du temps que ça n'avait aucun intérêt pour lui de travailler beaucoup parce que quelqu'un d'autre pouvait faire le travail. Et lui, son seul travail, c'est de lire des bouquins pour trouver de nouvelles idées et ensuite de donner les idées à ses employés pour que ses employés le fassent. Tu vois. Donc il est vraiment à un niveau très élevé d'automatisation et il a une très bonne équipe derrière lui. Et du coup, le, le, le rôle le plus productif pour lui, c'est un rôle avec un super lifestyle. Où, en fait, le mec, toute la journée, il va faire du sport, il va au sauna, il lit des bouquins. Après, c'est une manière aussi de rationaliser, mais je suis d'accord. Bah, Je suis tu peux d'accord. imaginer que à partir du moment où le mec, il a eu quelques dizaines d'employés qui font le travail pour lui, il peut se dire, OK, je vais écrire mes emails de vente, mais est-ce qu'il va mieux écrire les emails de vente qu'un autre mec? Probablement pas. Est-ce qu'il va mieux créer le produit qu'un autre mec? Probablement pas. Tu vois, il n'a pas besoin d'avoir une application personnelle. Donc moi, j'arrive assez facilement à imaginer que il est plus utile à son business en ayant une nouvelle idée par mois qu'il le serait en bossant 40 heures par semaine. À répondre les emails, je suis d'accord. Non, c'est vrai. C'est vrai. Après, je pense qu'il y en a, effectivement, il faut atteindre une certaine échelle. Il y en a certains qui, je Alors voilà, pense ouais. notamment, qui vont rapidement penser ouais, c'est important que je vive dans des bons hôtels, que je mange au restaurant tous les soirs parce que voilà, je vaux tellement parce que c'est mes idées qui valent beaucoup, quoi. Je pense que ça a une certaine limite. Bah, après, tu vois, les chiffres parlent. Ce mec-là, les chiffres parlent dans son business. Clairement, si tu fais 1 500 € par mois, te prends pas à dire, ouais, je vais aller au sauna et lire des bouquins toute la journée pour trouver l'idée de génie. Tu vois. Disons que la valeur de ton idée est démultipliée par l'effet de levier que tu as. Et l'effet de levier, il est basé sur ton business, l'audience qui te suit, tes employés, etc. Lui, il a un levier énorme. Donc, en fait, une petite idée pour lui peut valoir beaucoup d'argent. Mais ça ne fonctionne que si tu peux exécuter les idées et si tu peux les exécuter à grande échelle. Sinon, quand tu es à un niveau, en tout cas le niveau auquel moi je suis, ça conserve encore beaucoup de sens que ce soit moi au jour le jour qui exécute les tâches et qui fasse le travail. Tout simplement parce que le levier n'est pas encore suffisant pour que je puisse entièrement m'en dégager. Mais ça te donne une vision de ce que ça peut être à long terme. Disons, tu as dans 15 ans, 10-15 ans, ça peut donner ça. Et je pense aussi qu'il y a la partie moi, à chaque fois, quand je rédige des process en eux-mêmes,
je me suis rapidement rendu compte que ça pouvait. Enfin, à chaque fois, j'ai eu de nouvelles idées qui me sont arrivées comme ça, quoi. Et ce qui fait que, outre le fait, du coup, que je peux déléguer le process, que je peux trouver quelque chose, rien que le fait de le rédiger, ça m'a toujours donné de plein de nouvelles idées. Je pense que c'est un autre bénéfice. Bah, parlons de ça justement. Parlons de comment concrètement est-ce que tu vas faire pour automatiser ton business. On a créé une formule magique en 4 DDA. étapes. Euh, Non, j'aurais pas dû faire comme ça. et ouais, c'est ça. DDA. Stan, Bah non, parce donne-moi un qu'on en D. a plus maintenant. On en a 5. On va faire 100. On va faire un acronyme absolument horrible. Donc on a DDAGO, donc DDAGO, qui correspond à définition, documentation, automatisation, et gestion et Ah, t'as optimisation. rajouté, moi j'étais encore à DDA, quoi. Ouais, Discrètement. moi j'ai rajouté une étape, j'ai rajouté le O. Donc on va commencer par la question de la définition. C'est-à-dire que quand tu regardes ton business, aujourd'hui, c'est un enchevêtrement de différentes tâches, de différents actifs, de différentes process. La première tâche qu'il faut faire, et la raison pour laquelle on a pensé à ce podcast, parce que toi tu as récemment travaillé là-dessus, c'est de mettre tout à plat, de comprendre quelles sont les différentes pièces du puzzle et de définir les différents éléments et quels sont les éléments les plus importants. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as fait récemment avec la mind map, de ce que ça t'a apporté de concret? Bah, je pense que moi, s'il y a un truc que je suis plutôt bon normalement à faire, c'est justement jongler un peu avec tout ça, quoi. Et donc, précédemment, je me suis pas vraiment embêté à justement avoir une vision claire du business. Sauf que là, je sens que je commence vraiment à être débordé. Et du coup, ce que j'ai fait, effectivement, sur MindMaster, vous avez trois maps gratuites, 3 cartes gratuites. Et en fait, c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire pour que le business tourne. Donc, toutes les tâches, vraiment, donc, du coup, ça peut ressembler, par exemple, donc, il y a normalement, si vous savez à quoi ça ressemble une mind map, c'est une sorte de. En fait, il y a un truc, puis ensuite, c'est des arbres, en fait, de chaque côté. J'explique très mal, mais vous verrez rapidement. Donc ouais, tu as un élément de base qui se branche dans différents éléments, qui lui-même se branche dans différents éléments, etc. Mais donc, par exemple, il y aura un truc service client, puis ensuite, tu es composé tous les trucs du service client à faire, tous les process en place. euh, Vraiment. Et après, par exemple, partie, je sais pas, expédition, comment gérer les expéditions, comment gérer l'inventaire. Et vraiment, j'ai presque fini. Quand tu regardes, en fait, cette même map, tu as vraiment tout le business. C'est-à-dire que tu as tout sans exception. C'est-à-dire que si demain, je passais ça on va dire, bon, j'ai pas encore fini de rédiger tous les process qui sont allés à ça, mais je pourrais demain passer ça à quelqu'un on va dire, de raisonnablement intelligent, et il pourrait très rapidement faire marcher le business parfaitement bien. Ce qui est un peu vexant en soi. C'est-à-dire que je suis pas exceptionnel, j'ai pas une valeur ajoutée aussi élevée que je le pense, mais qui en même temps est aussi rassurant en disant que vraiment, si le business me fait chier, je pourrais le déléguer dans sa quasi-totalité, quoi. Et moi, ça a été vraiment, ça m'a Donc ouvert combien les de yeux. temps est-ce que tu as passé à faire ce travail-là? J'ai passé peut-être 4 heures, ce qui est pas beaucoup quand tu y penses, hein. Euh, non, c'est compliqué parce que j'ai aussi fait les process en même temps. Euh, donc, non, au total, ouais, peut-être, on va dire, MindMap peut se créer tous les process 8 heures. Et c'est pour un business qui est quand même très conséquent, hein. Enfin, dans MindMap, il y a peut-être facile 500 ou 600 éléments. Donc, c'est pas rien. Euh, donc ça a été très douloureux intellectuellement. Ça m'a donné mal au crâne. C'était pas un truc que j'avais envie de faire, c'était un truc désagréable, mais que je suis content d'avoir fait au final. Et comment est-ce que tu vas la faire évoluer? Parce que moi, toujours une question que j'ai vis-à-vis de ces histoires de process, c'est que c'est faisable de faire les process une fois, mais ensuite il faut avoir une idée, justement un process, sur comment pouvoir faire évoluer ce process. Est-ce que tu comptes revoir ta mind map à intervalles réguliers? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà mis en place? Je pense qu'il y aura des trucs à rajouter, par contre des trucs à modifier. Beaucoup de choses sont pas changées, je pense. Euh, Comme ça, dans mon esprit, je pense pas qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Les softwares vont pas changer avant un bout de temps. Le CS client, les questions vont rester les mêmes. Tu vois, un peu tout cet aspect-là. Peut-être encore des trucs, notamment de marketing, qui vont se rajouter. Mais je pense pas qu'il y aura besoin. Parce que c'est un truc qui me fait flipper, qui m'a fait un peu peur aussi. C'est si tu dois passer ton temps à réviser les process, finalement, tu vas y passer ta vie. Mais en l'occurrence, moi, je pense pas que ça va être vrai. Par contre, ce qui pourrait être frustrant, c'est que par exemple, si le business se casse la gueule après-demain, là, ça m'aura fait chier d'avoir passé tout ce temps à constituer des process. Donc, il faut vraiment se dire, voilà, je pense que ça dépend aussi de la vision que tu as pour ton business. Si c'est un business long terme, tu as vraiment intérêt à le faire. Donc parlons de l'étape suivante. Donc maintenant on a défini les process qui existaient dans le business. Maintenant on va les documenter, c'est-à-dire créer un support tangible sur lequel tu peux appuyer et en particulier sur lequel tu peux envoyer d'autres personnes. Donc quand on va créer un process, donc on va écrire un process,
En général, une des règles que moi j'aime bien utiliser, c'est de se dire, ce process doit être compréhensible pour une personne raisonnablement intelligente que je prends dans la rue, sans forcément présager d'avoir des connaissances particulières dans le domaine. Donc il faut que tout soit Donc, défini. comment on appelle cette personne lambda? Jean-Jacques? Si on peut l'appeler Eric. Ok, Eric. Ah Euh, non, c'est une femme ou un homme? on va prendre un homme. Pourquoi tu fais un truc aussi Un homme. compliqué? Eric. Eric, Ah, mais parce que c'est important de ouais, visualiser. Donc, exactement. il mesure 1m75, il est brun, il n'a pas de lunettes, il a une petite barbe de 3 jours, je pense. Il a un nez assez Paul élancé. écrit des fanfictions dans son temps libre, hein, il faut le savoir, hein, Voilà, c'est bon, je le visualise. Je le visualise, je suis prêt là. Je suis prêt vraiment à. il fait des fanfictions Twilight dans son temps libre. C'est Donc, ça. on a notre petit Eric. Donc, on veut créer un document qui soit suffisamment clair. Et ça demande beaucoup de travail en termes de documentation, de pouvoir créer un truc qui soit suffisamment clair pour quelqu'un qui ne connaît pas, a priori, le logiciel dont tu parles. Donc, tu ne peux pas dire à quelqu'un, OK, donc envoie une nouvelle campagne dans l'autorépondeur. Il faut que tu dises, OK, dans l'autorépondeur, tu cliques ça, tu envoies tel type de campagne, tu prends tel design dans la newsletter, tu mets telle police de caractère, tel écart entre les lignes, etc. Il faut avoir un niveau de détail qui soit suffisamment élevé pour qu'une personne qui est nouvelle puisse rentrer dans le process et comprendre de quoi on parle. Donc, les deux façons, grosso modo, dont on va en général gérer ce type de process, enfin, il y en a trois. La première, c'est la vidéo. On a parlé la semaine dernière de Camtasia et de ScreenFlow. Donc, Paul, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel type de process, toi, tu utilises en vidéo et à quoi ressemblent les vidéos en question? Les process où tu aurais envie de faire des screenshots, ceux-là sont mieux en vidéo. Je dirais même presque les autres process aussi, mais je vais expliquer après pourquoi. Mais en gros, vraiment, si c'est un truc, par exemple, par exemple sur Amazon, qu'est-ce qu'il y aurait? Par exemple, si tu veux envoyer le produit à quelqu'un pour le tester, voilà, tu montres le process. Voilà, tu vas là, tu rentres l'adresse là, tu fais envoyer là, puis après tu mets ça dans ce document-là. Euh, Plutôt que de prendre 5 screenshots de chaque truc, là, tu le fais comme tu le ferais d'habitude, tu t'enregistres, tu l'uploads, c'est réglé. Il y a aussi je dirais presque pour les trucs qui sont notamment mieux à l'écrit, ce que tu peux carrément faire, c'est en gros, donc tu as ton process que tu as rédigé, mais tu en profites après, peut-être, pour revenir dessus. Donc, en fait, tu lis ton process et t'expliques un peu, toi. Moi, c'est notamment des fois, ça me fait chier d'écrire beaucoup. Du coup, j'écris vraiment un process simple, tu vois, du temps peut-être pas que. Enfin, simple, basique. Toi, je vais pas dans les détails. Et par contre, j'enregistre une vidéo où j'explique ce process basique. Euh, c'est un peu particulier, je sais pas, c'est très efficace, mais ça me permet d'éviter d'avoir la flemme de rédiger des process un peu trop ardus. Donc, tu rédiges jamais de process détaillé à l'écrit de 10 pages. Ça t'arrive pas, toi, dans ton business? Non, j'évite notamment, par exemple, toi, ce qui est par exemple compliqué, c'est qu'il y a des fois des cas où c'est, toi, où toi, il faut faire preuve d'un peu de jugement, et je trouve ça plus facile d'expliquer à l'oral que d'expliquer ça à l'écrit, tu vois. Ah ouais, moi, je suis, j'ai l'instinct inverse, en fait. Dès que les choses sont un peu compliquées, j'ai envie de l'avoir à l'écrit de façon à ce que les gens puissent facilement le revoir, de façon à ce que ça puisse facilement être mis à jour. Tu vois, pour moi, en général, j'utilise Google Docs. Donc, un Google Docs là-dessus est très malléable, est très flexible, est très facile à mettre à jour. Donc, typiquement, le truc typique là-dessus, ça serait les campagnes. Tu vois, tu as une campagne de pub Facebook et tu veux l'optimiser. Quelles sont les 35 étapes à suivre pour checker tous les éléments, pour checker tous les tests, pour faire un rapport, etc. C'est assez long, c'est assez complexe, et ça, à l'oral, j'aurais du mal à l'expliquer de façon claire et de façon organisée, surtout que l'idée, c'est que ce process, il soit ouvert à chaque fois que le gars fasse la tâche en question. Donc, il y a ce type d'éléments très complexes où ça demande pas mal de jugement, tu vois, c'est pas juste étape 1, étape 2, étape 3, il y a des critères, il y a des mesures à faire. Et dans ce cas-là, j'utilise des documents écrits. Mais effectivement, un document comme ça peut te prendre plusieurs heures à réaliser. Euh, donc effectivement, si c'est quelque chose de très simple, typiquement mettre en ligne un podcast, tu vois, ou mettre en ligne une vidéo, là, il vaut mieux filmer ton écran et ça te prend quelques minutes à faire seulement. Non, je pense pas que ce soit forcément le truc le plus efficace. Et moi, c'est, toi, je fais un peu presque le plan du truc. Après, c'est aussi, c'est aussi pour les trucs où j'essaie d'apporter une certaine valeur, enfin une certaine, pas dans le sens valeur, principe en fait.
par exemple, je vais enregistrer une vidéo, je vais expliquer, voilà, c'est quoi un peu le manifeste du service client, qu'est-ce que tu devrais prioriser, tu vois. Quelles sont les valeurs à inculquer au niveau du service client, tu vois, les valeurs même du business. Ça, je trouve que ça rentre mieux aussi à l'oral que à l'écrit. Euh, mais c'est pas une règle fixe. Par contre, j'ai jamais passé plusieurs heures sur, sur un process. Ça, j'aurais beaucoup de mal, je pense. Ouais, c'est un peu chiant, mais au final, ça te permet d'être très clair avec toi-même. Et sur certaines choses, moi, j'ai pas su l'éviter. Non, c'est ça qui est intéressant, c'est que des trucs, notamment certaines tâches, où j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui pouvais le faire, parce que justement, j'avais peur que la personne qui le fasse à la place, tu vois, prenne la mauvaise décision, en fait, le mauvais jugement. Et en fait, c'est que ça, c'est pas parce que tu es plus intelligent, c'est parce que, en fait, t'es pas très clair avec toi-même quels sont les critères, selon quels critères tu prends la décision. Et ça, c'est super intéressant d'écrire un précis parce que tu vois exactement, par exemple, sur Amazon, il y a souvent le cas des gens qui te contactent pour faire un test de ton produit, tu vois. Et toi, il y a pas mal de critères qui rentrent en compte. Est-ce qu'ils ont, toi, un Twitter, un YouTube, regarder les avis précédents qu'ils ont laissés, toi, pour prendre la décision, oui ou non, est-ce qu'on leur envoie un produit. Et ça, toi, j'ai un peu l'impression que c'était moi qui avais le jugement parfait, que je savais, voilà, dans ce cas-là, oui, envoyer le produit, dans ce cas-là, pas envoyer le produit. Et en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait être résumé dans un calcul, tu vois. S'il a une chaîne YouTube, plus 3 points. S'il a un compte Twitter, plus 2 points. Si ses avis d'habitude font moins de 3 lignes, moins 2 points. Et arriver à un total et dire, voilà, si c'est au-dessus de 15 points, bah, tu t'envoies le produit. Euh, et je pense que c'est un truc, ça sort un peu du sujet, mais c'est aussi pour ça que je pense qu'on est beaucoup plus remplaçable par les machines qu'on pense, quoi. C'est notre cerveau, c'est pas un truc génial. C'est notre cerveau, il juge un peu selon ces critères-là. Et des fois, on ne se rend pas compte qu'on a ces critères et qu'ils sont mesurables. Je sais pas si ça te parle ou pas, mais moi, ça a été une grosse réalisation. Effectivement. Passons à l'étape suivante, qui est l'étape de l'automatisation. Donc, une fois que tu as ton process qui est écrit, qu'est-ce que tu en fais? Puisque quand tu crées un process, c'est pas forcément seulement pour le sous-traiter, ça peut aussi être pour toi-même, pour devenir plus efficace, pour mieux comprendre les différentes étapes, etc. Par exemple, ce podcast, toute la partie préparation, trouver les idées, sélectionner une idée, préparer le plan, enregistrer, poster le fichier audio sur notre Google Drive pour qu'il puisse ensuite être monté. Tout ça, c'est quand même gouverné par des process qui nous permettent de savoir un petit peu quelles sont les différentes étapes de créer un épisode. On n'est pas complètement en freestyle créatif sur la création de ce podcast. Et je pense qu'une des réalisations les plus parfaites de ce système où tu as un process pour toi-même, c'est les gars qui font des vidéos quotidiennes, et en particulier un Américain qui s'appelle Casey Neistat, qui fait une vidéo quotidienne très très bien foutue avec des grosses valeurs de production. Et tu sens que ce mec-là, il fait une vidéo qui dit si toi au moins on la faisait, ça nous prendrait 8 heures. Et lui, il peut la faire en probablement 2 heures tout compris, parce qu'il sait exactement quelles sont les étapes, il sait ce dont il a besoin, il sait les plans qu'il a besoin, il sait qu'il a besoin de faire un time-lapse au début, il sait qu'il a besoin de faire tel plan où il explique tel élément, etc. Donc il connaît tous les éléments, les ingrédients qui viennent dans la vidéo. Et du coup, il est exceptionnellement productif de par la connaissance de son process et de ce dont il a besoin pour qu'au moment où le mec s'assoit pour monter, il en a pour 1 heure pour monter sa vidéo, quoi. Et je pense que ça revient un peu aussi à ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle et aussi tout ça. C'est si, même vis-à-vis de toi-même, avoir une checklist à suivre, ça t'économise beaucoup d'énergie et de capacités cérébrales qui pourront être mieux utilisées ensuite. Et je pense que Tu peux pas réinventer la roue tous les c'est presque matins. un piège parce qu'en même temps, c'est stimulant, toi, de partir en freestyle. Donc, tu as tendance à peut-être rester en freestyle parce que tu as l'impression d'être un mec super busy, multitâche, tu Ouais. gères tout, c'est incroyable. Mais au final, tu aurais été plus productif en faisant un process tout ennuyeux. Et moi, c'est un truc dans lequel je suis resté assez longtemps, je pense. Le deuxième élément, une fois que tu as ton process qui est possible, c'est d'utiliser du logiciel pour le coup vraiment automatiser les choses. Donc je pense que la partie logicielle va de plus en plus se développer à mesure que les intelligences artificielles avancent. Mais pour le moment, il y a déjà pas mal de choses qu'on peut faire. En particulier en termes de marketing, on a bien sûr tous les systèmes d'autorépondeurs, de marketing automation qui te permettent d'automatiser certains éléments, de déplacer les gens d'une liste à l'autre, de déplacer les gens sur différents emails de façon automatique. Moi, j'utilise ActiveCampaign pour faire ça, qui est vraiment un très très bon outil. Je te déconseille à Weber. Je suis encore chez eux parce que j'utilise plus trop les emails maintenant. Mais à ce niveau-là, par contre, c'est pas ouf. Euh, donc, il y a d'autres alternatives qui sont un peu plus innovantes, qui sont un peu plus poussées au niveau de l'automatisation. Notamment, ce qu'ils font à Weber, ce qui est totalement absurde, mais ça, je ne comprends pas comment c'est possible.
Et si quelqu'un a une réponse pour éviter ça, il me contacte par email parce que j'aurais demandé à eux, ils me disaient qu'il n'y a pas de solution. C'est donc tu as les follow-up emails. Par exemple, une personne s'inscrit à ta liste email et elle reçoit un email automatique. Et le truc totalement absurde, c'est quand cet email, tu veux le modifier, tu veux modifier 3 mots dedans, par exemple, parce que quand tu vas l'enregistrer, ça va renvoyer à toutes les personnes qui sont déjà inscrites. Sérieux? Ouais. Et alors, soit j'ai une personne totalement compétente qui m'a dit qu'on ne pouvait pas désactiver ça, soit ça me paraît totalement hallucinant, tu vois. Donc, si quelqu'un a une solution, qu'il me dise, parce que moi, je suis encore comme un débile à ce niveau-là. Donc ouais, t'as Euh, une grosse faute de frappe dans ton email de départ, mais t'oses pas le modifier. c'est ça. Ouais. Bah, j'ai des trucs que je veux rajouter, du coup, ça me pose problème. Et en fait, donc, je leur ai demandé à eux, et donc, ils le font pour moi, c'est-à-dire qu'en gros, je sais pas ce qu'ils trafiquent, mais ils font que c'est bon, je peux le changer et ça enverra qu'aux nouvelles personnes. Mais il m'a dit, tu peux pas faire ça tout seul, quoi. Ce qui me paraît totalement hallucinant. Ouais, gros oubli de la part d'Aweber là-dessus. Donc, du coup, Aweber, je suis pas fan. Limite, je préférais Mailchimp. Ouais. J'ai peut-être retourné dessus, mais c'est le genre de truc où t'as la flemme, en fait. Tu t'habitues un peu. Mais par contre, il y a plein de trucs, il y a plein d'autres trucs qui sont beaucoup plus innovants à ce niveau-là. Ouais. Moi, je recommande ActiveCampaign. Au-delà des autorépondeurs, il y a 2 outils qui sont intéressants, qui sont IFTTT, qui correspond à If This Then That, qui est un outil qui permet de connecter différents éléments. Donc, par exemple, quand quelqu'un s'inscrit sur ma liste email, l'ajouter dans tel autre élément, ou quand je poste une vidéo sur YouTube, la partager automatiquement sur Facebook ou sur Twitter, ou quand je poste un nouvel article sur WordPress, notifier automatiquement les abonnés de ma liste email. Donc tu peux collecter à peu près tout ce que tu veux à droite et gauche. Donc tu as IFTTT qui fait ça. Tu en as un autre qui s'appelle Zapier, où il faut mieux avoir un compte payant, mais qui s'intègre beaucoup avec tous les autorépondeurs, tous les trucs vraiment business. IFTTT est plus général, Zapier est plus business. C'est des trucs que moi, personnellement, je pense que je sous-utilise. Je me suis pas encore plongé. Et je pense que c'est le genre de truc, en fait, il faut vraiment chercher où tu pourrais en avoir besoin, quoi. Et c'est pas un travail que j'ai fait encore. Mais je pense qu'il y a forcément quelque chose à faire. Rien que pour ce podcast, je suis sûr, par exemple, quelque chose à faire, quoi. Bah, clairement, déjà, au niveau du partage sur les réseaux sociaux, par exemple, on pourrait être plus rigoureux. Et mettons, tu vois, si on voulait vraiment aller loin, tu peux imaginer, quand on enregistre un nouveau épisode de Nomade Digital, que on puisse automatiquement prévenir notre ingé son que les épisodes sont disponibles. C'est ça, que quand on l'upload sur le Voilà. drive, ça envoie un email à Gilles qui Ouais. sache. Et quand lui, peut-être, non, il y a sûrement des trucs à faire. Et je me suis Ouais. pas assez plongé là-dedans. Après, c'est aussi un truc. C'est vrai que parfois, quand tu regardes la façon dont les gens utilisent IFTTT et Zapier, il y a un côté un peu Exagéré. suroptimisation, tu vois, où tu optimises des trucs, quoi. Honnêtement, optimiser le message Skype que tu envoies à ton ingé son, ça va vraiment pas te faire gagner beaucoup de temps, quoi. Tu vas gagner 10 secondes par semaine, mais il y a des gens que ça fait kiffer. Moi, j'avoue que ça me fait assez marrer ce type de choses. Donc, je le fais pas toujours parce que je m'aperçois que c'est pas incroyablement productif comme tâche, mais il y a des fois où ça peut vraiment être extrêmement efficace. Je me souviens par exemple que il y a un moment donné où j'avais besoin d'envoyer un document à des gens de façon automatisée, tu vois. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais connecté Zapier avec mon Gmail, et quand je recevais un email avec tel mot-clé, j'envoyais automatiquement un email en réponse avec le document en pièce jointe. Donc ça me permettait non seulement de ne pas avoir moi-même à envoyer toutes les pièces jointes, mais surtout ça me permettait dès que les gars m'envoyaient un email, ils recevaient une réponse automatisée sans avoir à attendre que moi je sois présent. Donc pour ce type de choses, ça peut être très utile. On peut faire beaucoup de choses avec, c'est très flexible, ça demande pas mal d'idées créatives, mais voilà, je conseille ces outils-là qui sont IFTTT et Zapier. Le dernier outil que je mentionnais dans cette partie software, c'est un outil qui s'appelle Streak, dont j'ai déjà parlé. L'orthographe, c'est STREAK, et qui est en fait un CRM pour Gmail. Donc, qui permet, si vous faites de la vente en tant que prestation, si vous faites de la vente directe avec des gens, ça vous permet d'automatiser tout un tas d'éléments qui sont... Vous pouvez automatiser certains emails, vous pouvez automatiser les relances, vous pouvez mettre des éléments où, quand quelqu'un vous a envoyé un email, vous pouvez dire « Ok, rappelle-moi ça dans 2 semaines que je m'en occupe ». Vous pouvez dire j'envoie un email à un mec, et si dans 3 jours il n'a pas répondu, on lui envoie un autre follow-up. Donc il y a tout un tas d'automatisation, d'éléments qui peuvent gagner du temps, qui demandent au préavant d'avoir réfléchi à tes process, d'avoir réfléchi à tes besoins. Mais une fois que tu as fait ça, tu peux gagner beaucoup de temps dans la gestion de tes clients. Moi, faire de la vente, c'est vraiment pas un truc qui me fait marrer.
mais en particulier au départ de Marketing Mania, j'en faisais beaucoup, c'était un élément indispensable pour faire tourner le business. Et donc, du coup, c'est l'outil que j'ai trouvé qui permettait de rendre les choses plus automatisées et de ne pas avoir à refaire les mêmes explications encore et encore. Je pense que c'est aussi un peu l'aspect, c'est aussi assez kiffant en fait. Je pense l'idée que les emails partent sans toi, toi que le travail se fait sans toi, c'est assez agréable comme notion. Et en parlant de travail qui se fait sans toi, le dernier élément, évidemment, et celui qui est peut-être le plus évident sur comment automatiser les tâches, bah, c'est de recruter du monde, soit des employés, soit des freelances. Donc, où les trouver? Ben, moi, je recommande en général la plateforme Upwork. Est-ce que toi, tu as d'autres recommandations particulières? Ah, moi, je déteste Upwork, mais Pour quelle raison? c'est le truc, c'est honnêtement, ils me font chier. Tout le truc, toute l'interface est pourrie, ça prend 3 Ah plombs oui, pour tout faire quoi oui, que ce soit. l'interface est pourrie. J'arrive pas à me faire bannir mon compte, alors je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que, tu sais, j'essaie de Ah, faire parce que exprès. tu postes que des trucs méga spammy, tu sais, genre, Non, je pense cherche... je pense qu'en fait, maintenant, je sais pourquoi. C'est parce que, tu sais, souvent, j'essaie ensuite de passer par PayPal et passer par email parce que ça me fait chier de Bah oui, passer par là. Et du coup, je pense automatiquement, tu sais, ils détectent le mot-clé PayPal et ils me ouais. bannissent. Donc ça me fait ça me fait assez régulièrement chier. Mais effectivement, c'est là où tu as le plus de monde encore, quoi. C'est là où tu as le plus de monde, t'as du monde intéressant. Il y a aussi freelance.com qui existe. Après, tu as aussi un autre truc qui peut être intéressant pour trouver du monde, c'est jobetudiant.net. Donc, c'est justement pour, si tu es intéressé pour plutôt recruter des étudiants ou des personnes qui viennent de sortir des études, en français en tout cas. Ça, je Et connais pas après, et ça m'intéresse du coup. mais après, justement, après, c'est la question, c'est justement si tu cherches du plus haut niveau, c'est là où il y a moins, où il faut plutôt s'embêter, aller sur LinkedIn et tout ça, pour vraiment faire un peu, on va dire, chasser des têtes. Mais pour la majorité des gens, y compris nous, t'as pas besoin de gens très talentueux, t'as juste besoin de gens qui sont compétents. Et ça se trouve largement ouais, sur Upwork et les autres sites de freelance. Parfait. En termes de... Parlons maintenant de la quatrième étape de notre acronyme, qui est la gestion. Comment est-ce que tu gères, comment est-ce que tu communiques avec eux? On a différents outils dont on parle souvent, qui sont Google Drive, qui permet de partager des fichiers, en particulier les Google Docs. En termes de collaboration, c'est le top du top. Trello, qu'on utilise pour en particulier gérer ce podcast, qui vous permet de essentiellement gérer un process avec un élément qui va traverser différentes étapes. Donc pour nous, Nous, on l'utilise très mal, en fait. On se sert plus comme to-do list, en fait, plutôt que des bah, vrais... en fait, on s'en sert pour garder les épisodes de ce podcast. Donc on note les idées dans une colonne, on note les épisodes à écrire, on note les épisodes à enregistrer, les épisodes à monter, les épisodes à publier, etc. Donc vous avez l'épisode qui se déplace dans les différentes colonnes une par une et qui permet le principal bénéfice de Trello du point de vue du gestionnaire, c'est que en un clin d'œil, c'est très visuel. En un clin d'œil, tu vois où en est ton process, où en est ton système de production, où en sont les choses. Et tu peux mettre des checklists, Ouais, attacher de ouais. documents, mettre des deadlines. Et ça synchronise notamment aussi avec Slack. Donc, est-ce que tu viens juste de mentionner Slack ou tu n'en as pas parlé encore? J'ai pas encore parlé de Slack, mais tu Vas-y. peux en parler, tu peux dire comment toi tu l'utilises. Bah, c'est assez connu maintenant. C'est vraiment, en fait, c'est assez compliqué à expliquer parce que c'est un peu, c'est un mix entre une conférence Skype et limite un forum, quoi. C'est-à-dire que tu as un IRC aussi. En fait, ça ressemble pas à l'IRC quand tu penses. Pour ceux qui connaissent. En fait, ouais, c'est un outil de chat et en fait, tu as plusieurs channels. Et donc, c'est pratique parce que tu évites d'avoir juste une grosse conversation bordélique. Par exemple, tu peux avoir un channel, imaginons, moi, dans mon business, tu as un channel service client, t'as un channel qui peut être général, un sous-channel random juste pour déconner, par exemple. Tu peux avoir aussi un channel. Attends, faut que je le regarde parce que je suis incapable de te donner des. Alors qu'il y en a une dizaine. T'as quoi comme autre channel? Donc, ça genre, t'as un channel technique. T'as un channel, par exemple, YouTuber parce qu'on cherche des YouTubers. Donc, vraiment divisé pour. T'as un outil de recherche qui est très pratique sur Slack, qui est bien foutu. Tu peux aussi attacher des documents. Comme je dis, tu peux synchroniser avec Trello. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons ce qui est vraiment génial, du coup, c'est imaginons la personne à qui t'as dit fais cette tâche-là et tu l'as mis sur Trello. Elle va le placer, par exemple, de à faire en cours et tu vas être notifié sur Slack que c'est passé en cours. Donc, ça permet d'être un peu à jour. Et par exemple, si tu attendais que cette tâche soit faite pour ensuite pouvoir faire ton propre truc, t'as pas besoin d'aller vérifier Trello tout le temps, tu attends que ça apparaisse sur Slack. Donc vraiment, pour moi, la Sainte Trinité, c'est Slack, Trello et Google Drive. Et vraiment, tout tourne là-dessus et ça marche très, très bien, honnêtement.
Un autre élément qui me vient à l'esprit, parce que quand tu as parlé de Slack, j'ai été voir les différentes channels que j'ai, c'est que moi, j'ai une channel notification qui centralise toutes les notifications, en particulier quand tu fais une vente, quand tu as un client qui prend un nouveau rendez-vous. Tu peux imaginer que tu puisses mettre des notifications quand quelqu'un partage ton article, etc. Et tout ça, tu peux l'intégrer. Slack s'intègre très bien avec IFTTT et Zapier. Et donc, tout peut être centralisé dans Slack et tu peux utiliser Slack comme le pilier central de ta stratégie, ton dashboard en fait, qui te permet d'avoir une fenêtre vers l'ensemble des pièces mouvantes de ton business, sans avoir besoin de tout gérer, de tout vérifier un par un. Effectivement, et même à deux, ça vaut le coup. Il n'y a pas besoin d'être une équipe de 15 pour que ça vaille le coup. Effectivement. Euh, pour aller plus loin dans la question de la gestion, quand tu as quelqu'un qui fait une tâche, quel système toi tu utilises pour vérifier le travail, pour surveiller que les choses se passent bien? Comment est-ce que tu gères ce système-là? Je dirais juste que par rapport juste avant qu'on a fait un podcast déjà sur déléguer ses tâches, donc vous pouvez aussi Ouais, regarder effectivement. à ce niveau-là, parce qu'on en a parlé pendant du coup un petit bout de temps. Comment vérifier le travail? Moi, je le fais de manière temporaire, parce que je pense que c'est ingérable. Si tu dois vérifier tout, au final, ça sert à rien de déléguer. Donc, je vais faire peut-être une fois par mois, je vais checker, par exemple, en termes de 16 clients, je vais checker 5 messages 16 clients pour vérifier que ça a bien été fait, quoi. Je pense qu'il est important, c'est si jamais ça n'a pas été fait, enfin, pas été bien fait, c'est avant de remettre en cause la personne, remettre en cause le process. C'est-à-dire aller vérifier, est-ce que toi, regardez par exemple ce message, toi, t'es pas satisfait de la manière dont la personne a répondu, allez voir le process et voir est-ce que finalement est-ce qu'elle a pas juste follow le process et que le process n'était pas assez clair et c'est pour ça qu'elle a répondu ça, ou c'est juste que ton process était très clair et elle a fait totalement quelque chose de différent, quoi. Donc ça, c'est assez important et c'est un peu comme ça que je fonctionne. Euh, D'abord remettre en cause le process avant la personne. Bon, du coup, on arrive sur le dernier élément de notre acronyme, qui est l'optimisation. Mais effectivement, tu l'as dit, tu remets en cause ton process. Donc, le process que tu écris au départ, en fait, pour moi, c'est juste une première version qui est vouée à évoluer. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis aussi friand des Google Docs pour les process, puisqu'ils sont très faciles de collaborer dessus et de les faire évoluer au fil du temps, de les mettre à jour. Alors que si tu fais un PDF, par exemple, le truc, il est en béton. Ici, tu vas avoir un document qui peut être vivant. Moi, une des choses qui m'a le plus aidé, vas-y. Mais ça, c'est pas un truc c'est pas un truc qui te fascine aussi. Moi, je trouve que c'est encore resté un standard. C'est-à-dire que, notamment quand j'avais un service pour 4 abonnés Twitter, le standard, c'était t'envoyer t'envoyer par exemple un plan par PDF et les personnes, ils te renvoient une contre-proposition par PDF aussi, quoi. Et moi, ça me paraissait plus naturel d'envoyer par Google Doc, mais apparemment, c'était plus professionnel de rester au PDF. Et je trouve ça totalement absurde que le PDF, ça serait resté le truc. Voilà, si tu veux être sérieux, si tu veux faire une proposition sérieuse, faut le faire par PDF. Alors que c'est beaucoup plus simple, tu envoies une Ouais, proposition, le mec il fait des rectifications directement sur le truc, il met des commentaires, je c'est suis beaucoup mieux, d'accord. quoi. Et quid des gens qui t'envoient des formulaires par PDF, quoi. C'est l'enfer à remplir. Ils veulent que tu l'imprimes, que tu l'écrives, que tu le rescannes, alors qu'un formulaire, enfin, Google te fait des formulaires gratos où tu remplis le truc en 2 minutes. Euh, voilà, donc je suis d'accord avec toi que la norme du PDF devrait disparaître dans beaucoup de cas. Le PDF, c'est bien si tu veux un document qui soit fixe, hein, c'est comme des images, tu vois. Si t'as fait un beau PDF et que les gens peuvent télécharger un guide, machin, c'est bien. Mais pour un document qui doit être vivant, le PDF n'est pas du tout adapté. Euh, Ceci dit, voilà, un des éléments moi, que j'ai trouvé le plus utile en termes d'optimisation du process, c'est d'insister sur le fait que la personne qui exécute un process est aussi en parallèle responsable de la mise à jour, du maintien et de l'optimisation de ce process. C'est-à-dire que si le mec qui fait la tâche tous les jours a une nouvelle idée sur comment améliorer cette tâche, il devrait lui avoir un moyen de pouvoir mettre à jour le process, ou en tout cas venir vers toi et te proposer une nouvelle façon de faire les choses, ou de te proposer des nouveaux cas de figure. Euh, et ça lui donne deux choses. D'abord, lui, ça lui permet d'avoir un sens de contrôle sur son travail, donc il va être plus motivé à faire une tâche s'il a un input dessus. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, moi je me sens, ça me rendait fou quand j'étais stagiaire, les gens te donnent un process, tu te rends compte que le process est débile, tu dis ouais ok on devrait pas faire comme ça, et ils disent ouais c'est comme ça qu'on fait, ta gueule va faire ton travail. Et ça me rendait fou parce que j'étais démotivé de devoir faire quelque chose qui me semblait inefficace et débile. Ça, je suis d'accord, il n'y a rien de plus démotivant et en sachant que nous-mêmes, on ne voudrait pas qu'on nous inflige ça. Et puis, je veux dire, si tu fais ton recrutement de façon correcte, justement, tu veux une personne qui a cet esprit d'optimisation, qui a cette envie de toujours mieux faire et plus efficacement.
Donc, si en plus tu recherches une personne de ce type-là et ensuite tu la sabotes en lui infligeant des process rigides, je suis d'accord. Et je pense que c'est aussi un problème, c'est que, en tout cas, un truc à éviter, c'est de penser que t'as toujours le meilleur process. Euh, Moi, je me suis rendu compte des fois des trucs où je critiquais un ou une employée et en fait, c'était pas pire, quoi. C'était juste un peu différent de ce que je faisais, mais c'était pas une mauvaise, ça allait pas dans le mauvais sens. Mais vu que c'était pas ce que moi j'avais prévu à la base, j'avais un peu cette tendance à facilement corriger des détails qui étaient pas négatifs. Sur ce sujet, au niveau des process, bien souvent, j'essaye de commencer simple. On en parlera tout à l'heure dans le risque, mais pour moi, si tu commences à faire un process qui est méga compliqué dès le départ, probablement tu vas inclure dans ton process des éléments qui ne sont pas optimales. Donc, si tu commences par faire quelque chose de simple et que tu le fais évoluer au fur et à mesure, tu vas probablement arriver à quelque chose de plus équilibré, de plus sain au final. Et l'idée que je donnerais là-dessus, c'est le podcast qu'on est en train de faire. Donc le processus, en tout cas, d'enregistrement sur Nomad Digital a commencé de façon assez simple, où on préparait chacun l'épisode de façon séparée, et au final, on avait un plan de l'épisode et on enregistrait dessus. Et on a fait évoluer ça au fil du temps pour trouver quelque chose qui fonctionne mieux, où maintenant on a un document sur lequel on collabore en temps réel. Donc ça prend plus longtemps en fait d'enregistrer, mais on arrive à quelque chose de plus équilibré, de meilleure qualité à la fin. En fait, éviter que la seconde personne arrive comme ça en n'ayant pas vraiment réfléchi à ce dont on allait parler, quoi. Ouais, ou qu'il y ait des. Par exemple, ce qu'on avait dans les premiers épisodes, je pense, c'est souvent qu'on n'était pas d'accord sur les termes ou sur les définitions, et au final, on définissait mal les choses et on n'était pas trop sûr de quoi en parler. Là, maintenant, le fait de parler une demi-heure ensemble avant de l'organisation du podcast et des questions qui sont intéressantes et qui sont moins intéressantes, ça nous permet de savoir à l'avance quels sont les points qu'on veut traiter en priorité et quelles sont les positions de chacun et quels sont les termes qu'on veut utiliser. Je suis d'accord. Du coup, on va terminer ce podcast maintenant qu'on a fait notre acronyme. Alors, j'espère que tu as apprécié mon petit acronyme, hein. C'est DDAOG. Non, c'est DDAGO. Donc, Dago. On va terminer. C'est pas Dago, beau, ça, hein. non, ça passe. On n'est Dago, pas c'est juste double D, double G. avec double G. Dago. On va passer sur les erreurs, les petits éléments auxquels il faut prendre compte. Le premier élément dont je voulais parler, c'est peut-être quelque chose sur lequel on aura un débat, c'est la question de l'optimisation prématurée. Pour moi, si tu commences ton business et qu'à partir de zéro, tu commences à faire des process de ouf, probablement tu essaies d'optimiser trop tôt les choses, dans le sens où tu n'es pas encore sûr de quelle est la meilleure marche à suivre, tu n'es pas encore sûr de ce qui est important, tu n'es pas encore sûr de ce qu'il faut systématiser ou non. Et moi, j'ai beaucoup fait cette erreur au départ, de faire des process qui au final n'ont jamais servi, ou qui au final ont dû tellement être modifiés que la première version était juste une perte de temps, parce que au départ, tu sais pas encore ce qui va marcher, tu sais pas encore ce qu'il faut faire, et les choses vont beaucoup se faire évoluer. C'est marrant parce que du coup, moi, j'ai la vision contraire, mais c'est parce que j'ai l'expérience contraire, c'est que j'ai commencé les process il y a peut-être 6 mois seulement. Et donc, moi, je me dis que c'est bien de commencer au début pour au moins avoir ce mindset, quoi. Ce mindset de toujours faire au plus efficace, de toujours voir comment on pourrait se soustraire à la tâche. Je trouve que c'est un bon état d'esprit à avoir. Donc, après, effectivement, faut pas peut-être pas, faut pas exagérer le truc et pas rédiger notamment un process pour un truc que tu fais 2 fois dans le mois et que tu t'es même pas sûr que tu vas le faire encore dans 3 mois. C'est pas intéressant, mais je pense que avoir l'état d'esprit, ça peut aider, ouais. Donc, à quel moment, selon toi, est-ce qu'il faut commencer à faire un process pour une tâche? C'est une bonne question. Euh, Ça dépend. Moi, je pense que ça dépend de deux choses, trois choses. Justement, la facilité que tu peux avoir à le tourner en process et à le déléguer ou l'automatiser. La seconde chose, c'est la fréquence. La troisième chose, c'est aussi pendant combien de temps tu penses le faire. Si pour toi, c'est un truc qui est facile à déléguer, que tu dois faire tous les jours et tu penses que ça va être fait, ça va être à faire pendant les 5 prochaines années, toi, c'est le truc où c'est un cas évident où il faut faire un process, quoi. J'ai pris un cas extrême, du coup, je me facilite un peu la vie, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, et sachant je pense qu'on est tous les deux d'accord qu'au milieu de ça, il y a une zone grise Qui est pas évident. dans laquelle c'est une question de jugement, une question de préférence personnelle. Je pense que aussi le facteur, est-ce que tu aimes faire ça ou pas? Si c'est un truc vraiment que tu détestes faire, peut-être si en termes de temps, c'est pas super, super rentable, mais si ça te permet d'avoir. Si c'est un truc vraiment, c'est une corvée, et à chaque fois, t'as, t'as envie de le procrastiner, t'as pas envie de le faire, je pense que c'est intéressant de le créer en process et d'essayer de le déléguer. L'autre élément là-dessus, l'autre erreur qu'il faut éviter, c'est de croire que tu peux recruter quelqu'un, lui expliquer vaguement ce qu'il faut faire et que lui-même va pouvoir créer ses process. Ah, t'as oublié l'étape importante, tu recrutes quelqu'un,
tu lui expliques vaguement ce qu'il faut faire et quand il fait une erreur, tu l'engueules. Là, t'as tout compris. Là, c'est bon, en fait, t'es devenu un manager, quoi. Effectivement. Donc, si on reprend l'histoire de tout à l'heure de mon pote qui bossait très peu et qui allait au sauna tout le temps, donc tu prends le cas extrême du mec qui est le plus automatisé possible dans son business. En fait, il lui reste justement le rôle de trouver des idées et d'écrire les process. C'est à peu près tout ce qu'il fait. Mais le fait d'écrire des process va être une des dernières choses que tu vas pouvoir sous-traiter et automatiser. Et ça reste un de tes rôles principaux. Et souvent, quand tu commences, il est facile de sous-estimer le temps nécessaire pour écrire tes process et tu peux recruter quelqu'un, te dire ouais ok j'écrirai mes process à la volée et tu t'aperçois que tu passes tes journées entières à écrire des process et que pendant le temps ton employé est un peu dans le flou parce que tu n'as pas fait le travail en amont de faire le travail de documentation. Ou encore pire, recruter quelqu'un pour faire les process à ta place parce que ça te fait chier. Euh, je pense que c'est aussi un risque. Ouais. Je pense, vraiment, notamment, surtout sur les trucs principaux de ton business, je pense que le mieux, c'est de le faire au moins pendant 2 semaines, systématiquement rédiger un process et ensuite tu peux le refiler. Faut pas recruter en laissant la personne se démerder. Sinon, tu auras toujours des mauvaises surprises. Et le problème, c'est que faut comprendre aussi qu'un employé, mine de rien, tu le payes à l'heure, quoi. Donc, tu as aussi intérêt à ce que la personne soit efficace. Parce que si elle n'est pas efficace et qu'elle fait elle prend 8 heures pour faire un truc qu'elle pourrait faire en 3 heures, bah, tu la payes le double de ce que tu as besoin. Donc, il y a aussi une logique économique à pas négliger. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs que toi tu voudrais mentionner à ce niveau-là? Je pense qu'il y a un truc aussi, c'est de ne pas faire sa diva. Je pense que certains, justement, vont un peu trop loin. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas envie de faire, ils essaient de trouver quelqu'un pour faire à leur place. Des fois, il faut juste faire ce qu'il y a à faire. Tu vois, pas réfléchir, pas à tout prix essayer de déléguer. Notamment au début. Mais toi, au début, toi, tu étais plutôt dans l'angle, les gens essayent d'optimiser, de un peu trouver pour un peu faire comme les grands, tu vois. Moi, c'est plutôt dans l'angle, c'est les personnes qui pensent que, toi, elles méritent que de faire ce qu'elles aiment. Ouais, elle mérite d'aller au Concrètement, sauna toute la journée et de lire des bouquins, c'est alors ça. que ça fait 6 mois, enfin ça fait 2 ans qu'ils ont commencé leur business et ils sont pas du tout au niveau qui le justifie. Concrètement, concrètement et contrairement à ce qu'on pourrait entendre beaucoup, le business, c'est quand même faire beaucoup de choses que tu n'aimes pas faire. Et c'est comme ça, quoi. Faut pas se dire que si tu fais des trucs que tu n'aimes pas, c'est que tu gères mal ton business ou quoi que ce soit. Euh, Notamment, il y a toujours le temps dont je parlais, le temps où tu fais quelque chose que t'aimes pas pour ensuite pouvoir le déléguer. Mais il faut au moins que tu l'aies fait d'un premier temps. Il ne faut pas te précipiter pour déléguer un truc parce que tu n'as pas envie d'y toucher. Je finirai juste sur ce sujet à ce niveau-là. Et moi non plus, moi je tombe beaucoup dans ce piège. C'est un truc qu'il encore aujourd'hui, je suis pas assez proactif là-dessus. C'est d'avoir l'impression notamment que c'est toute l'idée de busy, quoi. Et en fait, c'est surtout par rapport à ce qui t'arrive dans la gueule. C'est-à-dire que moi, notamment, par exemple, je suis comme ça par rapport aux emails. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très agréable, je trouve, une fois que tu as un business d'une certaine taille, que le travail arrive à toi. Toi, c'est beaucoup facile d'attendre le travail que de répondre aux emails un par un, plutôt que d'aller chercher qu'est-ce que je pourrais faire et où est-ce que je peux apporter la plus grosse valeur, tu vois. Bah, tu te sens un peu comme le mec qui a un costard, qui est toujours sur son kit main libre, qui prend l'avion, qui fait des deals, etc. T'as un peu l'impression d'être un ouf. Alors qu'en fait, t'es méga réactif et t'es juste en train de gérer des trucs un peu médiocres. C'est ça, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus naturel d'être réactif, en fait. Ça, c'est un instinct je pense que la majorité des gens ont, en tout cas moi j'ai. C'est que, notamment, je me rappelle, je kiffais quand je commençais à avoir notamment mes premiers sites d'e-commerce où je commençais à avoir beaucoup de services clients. Parce que du coup, avant, tu sais, quand j'ai commencé, il fallait que je cherche, OK, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, quoi. Et c'était kiffant parce que je me réveillais le matin, j'en avais pour 3 heures de service client et je savais que j'allais avoir 3 heures de travail. Toi, j'allais travailler pendant 3 heures. Euh, Toi, ce qui est pas le mauvais mode de pensée si tu veux grossir. Euh, mais donc, éviter de tomber dans ce piège, notamment quand le business commence à grossir, parce que sinon, tu risques du coup de stagner assez facilement. Est-ce que tu as un mot de la fin sur la question de comment s'auto-licencier? Le mot de la fin, je dirais qu'en fait, au final, c'est assez agréable. C'est assez agréable, c'est assez rassurant. Et moi, pour le coup, j'ai un petit shot de dopamine à chaque fois que je regarde ma mind map, quoi. C'est assez kiffant de voir tout son business comme ça, vraiment avec tous les process, tout pris en compte, et que ce soit plus un peu ce truc un peu flou où tu sais pas trop ce que tu dois faire, où tu cours un peu dans tous les sens. En fait, tu as vraiment une sensation de contrôle qui pour moi est très agréable.
On va terminer cette section en faisant un petit appel à témoins. Justement, on fait évoluer le process du podcast Nomade Digital et une des façons dont on le fait évoluer, c'est qu'on voudrait faire plus d'épisodes un peu plus produits avec différentes interviews. Donc, on voudrait faire un appel à témoins pour tous les gens qui nous écoutent ou si vous connaissez quelqu'un qui a une histoire intéressante, qui a une profession intéressante, qui est nomade digital. On serait intéressé à discuter avec vous, à avoir vos retours, à avoir vos contacts. On ne sait pas trop encore exactement ce qu'on recherche, donc n'hésitez pas à nous envoyer des contacts, à nous mettre en contact avec quelqu'un ou à nous contacter directement si vous avez une histoire intéressante à partager sur un sujet qui est plus ou moins lié à l'entrepreneuriat, au business, au marketing, au voyage, au nomadisme digital, etc. Et sur ce, on en arrive à notre section lifestyle. Paul, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Alors, il y a quelques temps, je vous avais parlé de Blinkist, qui est donc en fait un service assez peu cher. Il me semble, Blinkist en l'occurrence, c'est quelque chose comme 4-5 € par mois. Et en fait, vous avez des résumés de livres, notamment principalement des livres business, développement personnel, marketing, ce genre de choses. Et en fait, plutôt que de lire le livre en entier, vous pouvez juste lire le résumé. Généralement, ça prend 10 fois moins de temps. Et je pense qu'en termes d'apprentissage, alors c'est pas aussi bien que de lire les livres complets, mais tu vois, c'est pas un facteur de 10 non plus. Donc je pense que c'est rentable dans pas mal de cas. Le truc, c'est qu'il y a trop de livres. Moi, je lis déjà beaucoup, hein, je lis environ 1h30 par jour. Mais même en lisant 1h30 par jour, j'arrive pas à suivre tout le nombre de livres qui pourraient être intéressants à lire. Donc c'est un système pas mal. Le gros problème jusqu'ici, c'était que c'était qu'en anglais. D'ailleurs, je les avais contactés quand j'ai commencé à utiliser en disant si vous voulez, je pourrais peut-être vous aider à faire traduire le site en français. Donc je pourrais m'occuper de trouver les traducteurs et de vérifier que le travail est bien fait. Il m'a jamais répondu, totalement ignoré. Depuis, je leur en veux beaucoup. Mais, mais je pense que c'est intéressant qu'il y ait une version française parce que certaines personnes qui carrément ne peuvent pas parler anglais, enfin ne peuvent pas lire l'anglais. Et il y a beaucoup de personnes, dont moi, bizarrement, je suis plus à l'aise pour parler en anglais qu'en français. Par contre, pour lire, je suis plus à l'aise en français. Et c'est moins fatigant pour moi, en fait. Et je pense que c'est le cas de la majorité des gens qui écoutent ce podcast. Et du coup, il y a justement, pour arriver au truc, il y a maintenant un service honnêtement, qui est plus ou moins un clone de Blinkist, ce qui n'est pas une critique, hein, qui s'appelle Cooper et qui justement propose des résumés de livres en français qui sont un peu plus longs que Blinkist, que j'ai apprécié. Il y a déjà un catalogue assez étendu, hein, je pense qu'il y a pas loin d'une centaine de titres. J'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, il y a déjà des trucs que j'avais pas vus ailleurs et qui sont intéressants. Et je trouve ça juste super que ce soit en français. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit lire directement sur le site, soit vous pouvez, ce que je fais moi, l'exporter vers votre Kindle. Et du coup, vous pouvez faire un peu une petite razzia. Vous allez sur le site, vous récupérez 3-4 livres, vous l'envoyez sur le Kindle et vous aurez votre lecture, on va dire, pour le mois à venir. On notera qu'ils nous ont assez bien gros hacké puisqu'ils nous ont contactés sur Twitter. Ayant vu qu'on avait mentionné Blinkist dans un épisode précédent, ils nous ont contactés sur Twitter en nous proposant de tester leur service et en nous parlant de Cooper. Et c'était plutôt une bonne utilisation de Twitter, plutôt voilà, une façon intelligente d'utiliser cet outil parce que je trouve que beaucoup de gens sur Twitter maintenant ont justement surautomatisé leur outreach et font un peu n'importe quoi. Surtout les gens, quand tu les follow, qui te DM spam automatiquement, ça je ne supporte pas. Mais eux, ils ont. Et pour le coup, c'est totalement inefficace. Ouais. Parce que moi, j'étais pas mal là-dedans parce que je le faisais dans les conseils Twitter. Et il y a 1 an et demi, c'était encore efficace. Maintenant, ça ne sert plus à rien. Donc, c'est vrai que toute cette partie. C'est comme tout. Ça, vraiment, même le truc de follow, ça a beaucoup marché au début. Hein. Si tu étais dans les premiers à le faire, ça fonctionnait très bien. Maintenant, les gens sont tellement habitués à ça que ça fonctionne plus. Donc, le faites pas pour votre business, ça vaut pas le coup. Effectivement. Donc, Cooper, c'est KOOBER.com. .com ou je suis dessus là. Je suis même pas sûr. Ouais. .com. Moi, et il me semble qu'il y a un essai gratuit. Il me semble qu'il y a un essai gratuit, effectivement, qui est de 7 jours sur le site. Mais je le recommande vraiment parce qu'il y a beaucoup la majorité, notamment soit business ou développement personnel, généralement, il y a une grande décentrale. Et en fait, pour faire, genre, c'est un vrai livre, les auteurs vont écrire 150 pages dessus, alors que ça pourrait être résumé en 30 pages, voire moins. Donc, il y a certaines personnes, je sais, qui apprécient pas. Moi, en tout cas, j'apprécie beaucoup et je suis très content qu'il y ait ce service en français. Cool, parfait.
Moi, je recommande un outil qui s'appelle Phrase Express, que je crois pas en avoir parlé, alors pourtant je m'en sers tous les jours. Il y a des différents équivalents sur Mac, il me semble que ça s'appelle Text Expander, ou ce qu'on appelle justement un expander de texte. Donc c'est un outil que tu as sur ton ordinateur, dans lequel tu rentres les phrases, les URL, les mots de passe, les adresses email, même des emails entiers que tu utilises souvent, et tu peux mettre un petit raccourci pour écrire les différents emails. Et c'est une des façons... Ça existe pour Mac, ça ou pas? Ouais, sur Mac, je crois que ça s'appelle Text Expander. Ok, c'est vachement intéressant. Parce que justement, notamment par exemple pour service client. Pour le service client, ça te sauve la vie. Donc sur un site comme Séduction Academy, en fait, pendant très longtemps, j'avais ce problème que je recevais beaucoup d'emails et je savais pas comment faire. Et après, je me suis aperçu, en faisant mon travail de définition, que en fait, j'avais 25 questions. Et il y avait 25 questions. Mais quand je dis 25, en fait, il y a une loi de Pareto. Donc en fait, il y a 5 questions qui sont posées 80% du temps. Et en fait, j'ai écrit des emails une fois pour tout ça, et je les ai rentrés. Et maintenant, dans mon Gmail, en fait, je reçois un email, j'identifie le problème du mec, et je tape aide et le mot. Donc par exemple, aide abordé, aide conversation, aide premier rendez-vous. Et ça auto-tape un email de X paragraphes, donc tous mes emails ont déjà été préécrits, qui s'auto-tapent en tant que réponse, tu vois. Et tous les cas de figure des emails que je reçois sont traités là-dessus. Et maintenant, vraiment, je pense que 99% de mes emails sur Séduction Academy sont traités de façon automatique par une des réponses qui a déjà été écrite. Et en fait, si je reçois une question qui est nouvelle et qui est différente, eh bien, j'écris le mail au mec, je fais copier-coller dans mon Phrase Express, et du coup, j'ajoute une nouvelle corde à mon arc. Ça, c'est aussi top si tu veux sous-traiter. Parce qu'en fait, ça reste assez efficace. En fait, c'est assez Et de efficace. faire copier-coller, ouais, parce qu'il faut trouver la bonne réponse et tout. Là, tu as un raccourci automatique, donc tu tapes en 5 lettres. Non, c'est génial. Tu vois, tu as un raccourci. Donc, moi, j'ai une nomenclature, donc en fait, moi, j'utilise le slash à la fin d'un mot pour indiquer que c'est un Phrase Express. Donc par exemple, si tu me dis je veux tel sujet, j'ai aide conversation slash, et boum, ça te balance l'email entier. Et ça, tu peux l'exporter. Donc j'avais exporté mon dossier Phrase Express, et tu peux demander à quelqu'un d'autre de répondre à tes emails. Et en fait, les gens peuvent recevoir une réponse très précise, très détaillée sur leurs questions, même venant de quelqu'un dont la seule compétence, en fait, c'est d'identifier dans quelle catégorie est-ce que se pose leur problème. Est-ce qu'ils ont un problème avec l'approche, avec la conversation, etc. Et de pouvoir leur donner une réponse comme ça, puisque les réponses, de toute façon, ont déjà été écrites dans Phrase Express. Aujourd'hui, je m'en occupe moi-même, parce que je me suis aperçu que maintenant, c'était tellement rapide que ça me prend 2-3 minutes par jour. Puis je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un cerveau derrière, parce que ce que les gens ne supportent pas, notamment service client, moi je ne supporte pas non plus, c'est quand tu as une question et que tu reçois une réponse automatique, copier-coller, Ah oui. qui soit totalement à côté de la plaque. Ça te rend vraiment totalement fou. C'est la spécialité de PayPal. PayPal, tu leur poses une question. Ah, et pas que PayPal. Hein. Ils t'envoient un lien vers leur FAQ, et après, ils te crachent à la gueule en t'envoyant un email 1 heure après en disant « Avez-vous été satisfait de cette interaction avec le service client » Genre, vous m'avez même pas répondu, vous m'avez envoyé un lien vers la FAQ comme si j'étais un débile complet. Voilà. Pour le coup, c'est pas l'idée que... C'est l'idée que les emails que tu envoies aux gens sont tous les mêmes, parce il y a des cas de figure, ils sont préécrits, et bien souvent, l'email, en fait, il y a 10 lignes, après, il y a un lien vers un article, un podcast qui traite de cette thématique. Donc, ça permet aux gens de vraiment avoir un truc en profondeur sur leurs questions. Et puis rien ne t'empêche de le modifier vite fait, quoi. Exactement, et tu le modifies selon les cas de figure, mais forcément, tu as toujours quelqu'un qui doit se dire quel est le problème de cette personne qui me contacte, mais ça, c'est un gain de temps énorme. Et en fait, Phrase Express me dit qu'il calcule en fait le temps que tu as gagné là-dessus, et il me dit que j'ai gagné 1 jour et 18 heures en utilisant Phrase Express. Donc, c'est 42 heures où j'ai pas besoin de taper des choses... tu vois, selon ma vitesse de frappe moyenne, etc. Je sais pas trop comment ils calculent ça, mais voilà, c'est assez conséquent. D'ailleurs, t'as quoi comme vitesse de frappe? Je tape pas particulièrement vite, mais je saurais pas te dire, je saurais pas le quantifier. D'accord. Sur ce, on va se quitter, on va terminer là. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Nomade Digital. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur notre site à l'adresse nomaddigitalpodcast.com pour retrouver tous les épisodes du podcast. Vous abonner sur iTunes, vous abonner à notre newsletter qu'on vous envoie maintenant chaque jeudi avec un peu de contenu bonus, ou alors nous laisser votre commentaire, votre avis, etc. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.